Bonjour Salima Yenbou, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. C'est donc votre premier mandat et quelle fut votre réaction en arrivant au Parlement européen? Alors, ma réaction, je crois qu'elle est un peu particulière parce que je suis pas venue toute seule au Parlement européen ce jour-là. Je suis venue avec toute mon histoire. Et toute mon histoire parce que quand je suis arrivée, bon, après avoir passé l'administratif, on arrive dans cette grande place circulaire. Et là, j'étais un peu bloquée. Je ne pouvais pas entrer. J'étais émue. Et même là, juste en vous le disant, je revis ce moment-là. J'étais vraiment très émue aux larmes, vraiment. Parce que, comme je dis, je suis pas venue toute seule et j'avais derrière moi peut-être tous les espoirs que l'on peut mettre quand on habite dans un quartier, quand on a grandi dans un quartier très populaire. Moi, j'ai grandi dans le 93, à Aulnay-sous-Bois, et dans le quartier qu'on appelle la Cité des 3000. Et du coup, je suis arrivée avec, déjà avec cette petite fille qui était à l'école avec ses couettes, et qui aurait jamais pensé être députée. Je suis aussi arrivée avec tous les espoirs de la jeune fille qui se battait pour la réussite des gamins de son quartier, parce que j'avais une association d'aide aux devoirs. Et je suis arrivée avec tous ces gamins, tous les espoirs de ces mômes. C'est incroyable comment j'avais tout ça sur mon dos. Et puis les espoirs de mes parents. Donc j'avais tous ces espoirs en moi, toutes ces personnes qui m'accompagnaient, en tout cas dans mon cœur. Et du coup, un peu paralysée, ouais, je me suis arrêtée juste devant il y a une statue au milieu, une œuvre d'art au milieu, et je me suis arrêtée devant et j'ai regardé avec mes yeux en haut. J'ai fait le tour, j'ai tourné, j'ai pris une grande respiration et je suis rentrée avec l'émotion de représenter la France. C'est-à-dire être une parmi 75 seulement sur 65 millions de personnes et représenter la France, moi, la petite fille de cité et de parents d'origine algérienne. Voilà, donc beaucoup d'émotions. Je tremblais, hein, vraiment, pour pousser cette porte. C'était vraiment très, très, très fort. C'est très beau, merci pour ce partage. Vous êtes, comme vous l'avez dit, passionné par l'éducation et la formation. Vous avez été, avant d'être député européen, professeur des écoles, puis proviseur adjoint d'un lycée professionnel. Vous êtes aujourd'hui membre de la commission de la culture et de l'éducation. Pouvez-vous nous parler un peu de cette commission et nous partager vos actions? Alors, effectivement, une évolution qui n'était pas forcément celle à laquelle je m'attendais, mais qui m'apporte vraiment des satisfactions et dont je suis extrêmement fière. Donc, cette commission culture et éducation, qu'on appelle culte en abrégé, qui m'a beaucoup fait rire au début parce que les gens pensaient que c'était culte en termes de religion, culte. Donc non, c'est culture éducation. Et je suis la coordinatrice pour le groupe des Verts à l'E. Donc, ça signifie en fait que j'ai une vue d'ensemble de toutes les activités de la commission, en gardant un œil sur tous les dossiers, mais en laissant bien sûr les détails de chaque dossier aux membres responsables. Il y a des négociations sur les principaux programmes de la Commission, le plus connu Erasmus, Europe créative et Corps européen de solidarité, mais aussi au dossier sur la relance du secteur culturel pendant la pandémie, on en reparlera peut-être un peu. La liberté des médias et la liberté d'expression artistique, ça aussi c'est un sujet très très d'actualité. Et puis l'intelligence artificielle bien sûr, mais beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment très stimulant parce que finalement, il y a beaucoup de sujets et en tant que coordinatrice, je peux toucher un petit peu à tout et trouver des liens entre les deux. Et dès mon arrivée au Parlement, la première chose que j'ai faite au sein de la commission culte, c'est que j'ai proposé un rapport d'initiative de verdissement de ces programmes-là, justement. Donc, le rapport d'initiative a été accepté. Pour des questions de points, de force de groupe, je n'ai pas pu récupérer. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est un peu resté en travers de la gorge. Donc, je n'ai pas pu être rapportrice pour ce dossier. Mais bon, j'en ai été shadow pour le groupe. Donc, on a pu apporter beaucoup d'avancées. Donc, ça, c'est le petit bébé du départ. Pourriez-vous, pour les gens qui nous écoutent, faire la différence entre un rapporteur et un shadow rapporteur? Alors, un rapporteur, c'est celui, en gros, pour schématiser, c'est celui qui signera le rapport d'initiative, par exemple. Son nom sera dessus.
D'accord? Et donc, il y a un rapporteur, par exemple, d'un groupe, et puis ensuite, on nomme dans chaque groupe des shadow rapporteurs alors le rapporteur, c'est lui qui est chargé d'écrire le rapport. Ensuite, il l'envoie à tous les shadow rapporteurs qui peuvent mettre des amendements. Ensuite, à la fin, après tous les amendements, non, avant les amendements, pardon, il y a des échanges, des discussions, on essaie de négocier. Il y a les amendements, on négocie, et ensuite il passe au vote. Voilà, avec soit le rapporteur soit reprend les amendements et les intègre à l'intérieur, puisque dans les négociations, c'est un peu l'objectif, soit il y a des choses qui sont refusées par les autres rapporteurs, il n'y a pas de majorité, et du coup, on peut décider en tant que shadow rapporteur, mais on le fait avec nos advisors, nos conseillers politiques du groupe des Verts, par exemple, on décide de mettre des amendements et qu'ils soient votés à l'extérieur du rapport. Voilà. Et ça, je vous avoue que je l'ai appris depuis que je suis arrivée. C'est des choses qu'on découvre un peu comme ça. Et le vocabulaire est aussi un frein au départ où on ne comprend pas un peu comment ça se passe, mais on a des advisors, donc des conseillers politiques qui travaillent pour le groupe des Verts, mais aussi chaque groupe a ses conseillers et qui nous aident à mieux comprendre tout ce jargon. Voilà. Alors, pour la commission culte, il y a principalement 3 grands sujets dont je suis responsable. Le premier, c'est Erasmus, pour lequel j'étais rapporteur fictif, donc shadow rapporteur, pendant la première moitié de mon mandat, et je suis sûre qu'on en parlera un peu plus tard. Le second, c'est un rapport d'initiative pour lequel je serai la rapportrice principale, là, puisque c'est moi qui en plus en ai demandé ce rapport, c'est le rôle de la culture, de l'éducation, des médias et des sports dans la lutte contre le racisme. Donc ce rapport est déjà, on nous l'a déjà donné, c'est acquis pour notre groupe Les Verts. Et je vais travailler dessus, on doit le rendre pour à peu près octobre-novembre. Donc c'est la première fois dans ce mandat législatif que nous avons la charge de rapporteur d'un dossier. Donc, c'est le premier. Vous voyez, ça permet de comprendre que c'est vraiment très rare d'avoir un dossier en charge et d'en être rapporteur pour un groupe déjà. Donc, moi, je suis très, très heureuse parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. On commence un travail préparatoire. J'ai déjà clarifié mon intention de traiter le racisme de manière holistique plutôt que sectorielle. Je veux analyser le racisme comme une forme systémique et généralisée de discrimination plutôt que de me concentrer sur des catégories spécifiques de personnes victimes de discrimination raciale. Et ça, l'Europe nous l'offre de pouvoir travailler comme ça, parce qu'on voit que cette manière de travailler ne plaît pas en France et est très difficile à mener. Et du coup, là, c'est l'Europe qui nous permet de travailler de cette manière-là. Et en fait, je veux que ce travail ait un effet concret sur les politiques de l'Union européenne et donner aussi à la Commission, c'est très important, une feuille de route, un espèce de plan directeur pour mettre en œuvre son plan d'action contre le racisme et enfin passer des paroles aux actes, parce que ça a été lancé il y a un petit bout de temps, mais pour l'instant, c'est silence radio. Et puis enfin, dans cette commission culte, je sais que je parle beaucoup, mais je suis une fervente promotrice d'une dimension culturelle plus forte dans nos relations diplomatiques. Par exemple, vous prenez les États-Unis ou la Chine, tous les pays les plus puissants du monde ont bien compris que la puissance ne vient pas seulement de la force militaire ou économique, mais aussi de ce qu'on appelle le soft power, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Justement, cette capacité qu'ils ont à communiquer leur culture aux autres et puis à attirer d'autres pays, d'autres personnes dans leur sphère d'influence. Et je pense que vraiment l'Union européenne ne devrait pas faire moins que ça. On a un patrimoine culturel unique et riche, et surtout avec des valeurs. Et l'Union européenne a le potentiel pour être au même niveau que les autres acteurs mondiaux en étant un véhicule des valeurs par la culture. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, la diplomatie culturelle. Et elle est d'autant plus intéressante pour moi qu'elle fait le pont entre mon travail au sein de la commission culte, mais aussi de la commission affect. Et j'ai fait pression pour que les membres des 2 commissions se rencontrent conjointement
et est justement une conversation ciblée sur le sujet, et ça aura finalement lieu en octobre. Ça n'a pas été facile. Quand on est à l'intérieur de l'appareil, on s'aperçoit très vite que tout est cloisonné et que c'est très difficile de faire de la transversalité, de faire travailler les commissions les unes avec les autres, pour plein de raisons, hein, le temps, etc. Mais tout est vraiment cloisonné. Là, il y a quelques jours, je voulais travailler sur on devait nommer un expert, et c'est vrai qu'il était un peu borderline, mais moi, je trouvais que son point de vue était intéressant pour produire le meilleur projet. Eh ben, ça a été très compliqué, et d'ailleurs, ça a été rejeté. J'étais la seule à défendre ça, pour dire, mais on ne marche pas sur les plates-bandes d'une autre commission, on se sert de ce qu'une autre commission, le regard d'une autre commission, pour produire le meilleur projet dès le départ, ne pas attendre 2 ans pour le modifier, parce qu'on sait que ça va être modifié. Et ça, c'est très compliqué dans les mentalités, de faire changer les mentalités. C'est vraiment très, très cloisonné. C'est un peu frustrant. Moi qui, dans l'enseignement, travaillais sur justement des compétences très transversales pour permettre aux élèves de s'adapter dans toutes les situations, et bien là, voilà, je rencontre un peu des forces contraires. Est-ce que vous pourriez nous parler du nouveau programme Erasmus? Ah, mon petit bébé Erasmus. Alors, on dit souvent, et je vous remercie pour cette question, parce que souvent on dit, bon, Erasmus n'a plus besoin d'être présenté. Bon, effectivement, c'est le plus connu, le plus réussi des programmes de l'Union européenne. C'est le porte-drapeau, et certainement, en tout cas, moi j'y crois, le point de départ de tout développement futur de l'Union européenne. Pourtant, je pense qu'il faut vraiment se souvenir qu'Erasmus, aujourd'hui, ça n'est plus seulement la mobilité des étudiants universitaires. Moi, je vais beaucoup dans les lycées professionnels, et souvent, ils me disent « Oh, mais on fera, mais plus tard ». Mais non, mais en fait, vous pouvez le faire maintenant. C'est Erasmus, il y a le plus, et ce plus signifie plein de choses, plein d'actions, plein de projets en soutien à l'éducation, à la formation, à la jeunesse et sport, à la formation tout au long de la vie, donc les adultes. Donc c'est presque comme dans les jeux de société de 0 à 77 ans. Ça concerne tout le monde, et ça, très peu de gens le savent. Alors, ce nouveau programme, il se déroule de 2021 à 2027. Le départ a été un peu chaotique. La Commission avait avancé une proposition en mai 2018 qui était plutôt positive, hein, avec un regard particulier sur l'inclusion et le soutien aux personnes défavorisées, sous-représentées dans le programme, ainsi que pour les bénéficiaires, grâce à, justement, on a demandé à des procédures simplifiées. Donc ça, c'était proposé. Mais du côté du Parlement, on a voulu aller plus loin, et en tant que rapporteure fictive de ce dossier au sein de la commission culte, je me suis battue dès le début pour un programme bien plus ambitieux en termes budgétaires, mais aussi en ajoutant une certaine cohérence avec les objectifs climatiques de l'Union européenne, et en mettant plus l'accord sur ces mesures d'inclusion. Je ne voulais pas que ce soit juste un mot comme ça, un mot bateau. Donc, il fallait qu'on définisse ce que c'était que ces inclusions, parce que ce programme était élitiste, et je voulais qu'il aille vers le professionnel, les jeunes issus des quartiers défavorisés ou vivant dans des zones isolées, les zones rurales. Et en fait, souvent, dans ces zones, ils ne savent même pas toutes les opportunités que l'Europe peut leur offrir. Donc, je voulais qu'on travaille vraiment là-dessus. Ce qui a été le plus bloquant, c'était les négociations avec le Conseil. Donc, il est resté bloqué quelques mois, même presque un an, et notamment dans le cadre du cadre financier pluriannuel et les négociations sur le Brexit. Et d'ailleurs, après, le Brexit, finalement, n'a même pas abouti. Il n'y aura pas d'Erasmus en Angleterre. Donc, tout ça pour ça. Donc, on a effectivement plus de budget. On n'a pas atteint ce qui avait été annoncé au départ, mais on a plus de 26 milliards d'euros et une augmentation réelle de presque 60% par rapport au précédent programme 2014-2020. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis, on a élargi le champ d'application du programme, et pour accélérer aussi la transition écologique et numérique. Et c'est vraiment une nouvelle génération de programmes qui
qui contient certaines innovations importantes. Donc, les universités européennes, ça, c'est les 3 initiatives, nouvelles initiatives, les universités européennes, les centres d'excellence professionnelle, pour lequel, franchement, je suis fière d'avoir tenu le fait de multiplier par 4 le budget proposé par la Commission. J'ai tenu jusqu'au bout et ça a été accepté. Et puis, Discover EU aussi, qui permet en fait aux jeunes de découvrir l'Union européenne en finançant un court voyage. Et ça c'est encore polémique, hein, beaucoup, parce qu'on ne demande pas grand-chose. C'est vraiment un billet d'avion pour découvrir, un billet de train, pardon, pour découvrir l'Europe sans réelle grande contrepartie. Et moi, je l'ai défendu mordicus parce que je me suis dit que, ça c'est aussi ma connaissance du terrain, que lorsqu'on est dans les quartiers ou dans les zones rurales, dans les lycées professionnels, on a beaucoup de mal à sortir de son quartier, de son lieu de vie. Et donc, ce genre de choses très, très courtes, qui est très facile à avoir, est une première mobilité aisée. Et l'idée derrière, c'est ce que j'ai défendu, et c'est pour ça que c'est encore dans les nouvelles initiatives, parce que la plupart des groupes politiques voulaient le faire disparaître, c'est de dire, on capte ces jeunes et on les récupère pour leur faire des Erasmus après leur première expérience à l'extérieur. Donc voilà. Maintenant, le travail ne s'arrête pas là, parce que du coup, l'objectif, c'est m'assurer que toutes les promesses qui ont été faites seront respectées. Donc, je suis de très, 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 très près ce dossier. La crise du Covid a frappé durement le monde de la culture. Pourriez-vous nous parler de la place de la culture dans le plan de relance et plus globalement dans le projet européen? Oui, effectivement, le secteur culturel est l'un de ceux qui ont le plus souffert en Europe, mais partout dans le monde aussi. Donc, on a assisté quand même à une mobilisation de ressources sans précédent en faveur de cette relance. Néanmoins, on voit bien que les pertes de revenus dans ces secteurs dépassent de loin les montants des mesures de soutien qui ont été mises en œuvre. En septembre 2020, le Parlement européen a voté une résolution sur la relance culturelle de l'Europe qui invite la Commission et les États membres à réserver au secteur de la culture et de la création au moins 2% pour la reprise et la résilience consacrée à la relance. Donc ça, c'est vrai que beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l'Europe, la culture, la Commission culte européenne n'est qu'une compétence d'appui aux États. Donc on ne peut pas imposer, c'est pour ça qu'on invite. Et à côté de ça, notre commission a fortement appuyé, c'est-à-dire qu'on a relancé cette demande, cette résolution, avec des lettres à la Commission européenne, aux États membres. On a aussi présenté une question écrite pour demander à la Commission de soutenir cette demande dans son évaluation des plans de relance au niveau national. Donc voilà, on a essayé de pousser parce qu'on est juste une compétence d'appui, malheureusement, je dirais. La Commission n'a finalement pas ajouté la prise en compte de la culture dans ses critères d'évaluation des plans de relance nationaux, ce qui est vraiment dommage et qui a de réelles conséquences. Sur les 24 plans qui ont été soumis à la Commission européenne, seulement la moitié fait mention d'actions pour la relance culturelle, ce qui est vraiment décevant et regrettable. Bon, la France fait partie de ceux qui sont entrés dans le jeu, heureusement, mais c'est vrai que la moitié, c'est vraiment très peu. Le secteur culturel emploie aujourd'hui 8,7 millions de personnes en Europe. C'est 4,4% du PIB européen. C'est supérieur à celle des télécommunications, de la haute technologie, de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie automobile. Et pourtant, en plus de cette valeur économique de la culture, en plus de ça, ça nous a rappelé la valeur sociale essentielle de la culture pour faire société. Et là, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment triste que ça ne soit pas traité à la même hauteur que tous ces secteurs qui pèsent moins lourd en termes économiques. Donc, nous, on le répète sans cesse, hein, la Commission est d'accord, tout comme les États membres, du moins en parole. Il n'y a pas de relance sans un accent sur la culture. Donc, tout le monde le dit. Tout le monde dit que c'est la priorité, mais dans les faits, on en est bien loin.
Alors que pour moi, je suis persuadée que il n'y a pas de projet européen, pas d'identité européenne ou de conscience européenne sans un accent très fort sur la culture. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On a doublé le budget d'Europe créative, parce que c'est aussi le gros projet autour de la culture. Donc, on a réussi quand même à le doubler. C'est 1,4 milliard d'euros. On a mis l'accent toujours sur l'inclusion, sur la promotion des talents féminins. Voilà ce que je peux dire. Parfait. Vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères et de la sous-commission aux droits humains. Pourriez-vous nous parler du rapport sur les droits humains? Oui. Alors, cette commission, c'est un peu une nouveauté pour moi. C'est quelque chose que j'ai un peu découvert, même si voilà, ce sont des sujets qui m'intéressaient, notamment le droit humain. Alors, le petit contexte pour ce rapport, c'est qu'il a lieu chaque année au Parlement et c'est en quelque sorte une réponse du Parlement au rapport annuel du Conseil préparé également chaque année par le SEE, Commission. Et pour le rapport annuel sur les droits humains pour l'année 2019, rédigé et négocié en 2020 à cause du Covid, j'étais en effet la rapportrice fictive pour mon groupe des Verts. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était que rapportrice fictive. Et cette année-là, on a dû inclure forcément au rapport une nouvelle problématique qui n'existait pas les années précédentes, celle de la Covid-19. Qui a forcément impacté les droits humains partout dans le monde. Alors, ce rapport annuel vise d'une part à analyser l'état des droits humains dans le monde lors de cette année, dénoncer les violations des droits humains qui ont eu lieu et faire des préconisations au Conseil, à la Commission et au SEAE. C'est un dossier vraiment très intéressant parce qu'il aborde d'une manière horizontale, transversale, tout un tas de problématiques diverses et variées autour des droits humains. De manière générale, je pense qu'on a réussi à trouver un bon compromis dont nous n'avons vraiment pas à rougir grâce à la coopération avec les autres groupes de gauche et du centre. Ce rapport a été adopté en plénière en janvier 2021. Donc, il a été largement soutenu, 459 voix pour. Mais c'est vrai que ça prend un temps énorme, même si c'est vraiment très, très intéressant, et notamment tous les débats qu'il y a entre rapportrices et rapporteurs. Les négociations, le vote en commission, puis en plénière. Et ce qui est incroyable, c'est que, ça c'est la petite histoire dans la grande, c'est que ces négociations souvent se font en anglais et souvent sans traduction. Et moi, je ne parle pas l'anglais, j'apprends. Et finalement, dans ces négociations, on est tellement pris dans le jeu que je me suis aperçue à la fin que j'avais négocié, j'avais parlé en anglais, sans m'en rendre compte, bon, un anglais un peu bancal, mais en tout cas, j'avais réussi à me faire comprendre et à faire passer des amendements. Donc ça, c'est la petite histoire. Donc cette année, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger, donc ça change. Nous, ce qu'on avait regretté pour ce rapport, c'est que le groupe du PPE, donc les Républicains en France, ait choisi de s'associer à l'extrême droite pour essayer, après les négociations, donc vous voyez un peu de jeu politicien qui se fait, d'affaiblir ce rapport par des amendements et des votes séparés qui trahissaient en fait un agenda commun rétrograde et misogyne, que ce soit au sujet de l'égalité de genre, des droits des femmes à disposer de leur corps, ou la dénonciation des violences à leur encontre et des viols de masse dans les conflits armés. Donc, vous voyez, c'était vraiment très, très, très mesquin. Alors, il y a eu une petite victoire pour nous, les Verts, pendant cette négociation. C'est que j'ai réussi à imposer beaucoup de langage positif et surtout le mot écocide comme crime international. Et j'avais travaillé avec Marie Toussaint, qui, comme vous le savez, est très impliquée sur ce sujet. Donc, on avait travaillé et on a réussi à le faire passer. C'était vraiment la petite victoire pour nous, les Verts. On était ravis que ça passe et que ça a été accepté par tout le monde. Il y a aussi le sujet des lanceurs et des lanceuses d'alerte qui a été mis à l'intérieur. Et puis aussi la liberté, les droits de pratiquer sa religion de manière libre, mais également ce qui manquait,
la mention des personnes athées et agnostiques. Ça n'y était pas. C'est souvent oublié et du coup, on a pu le rajouter. Et c'est très important parce que lorsqu'on arrive à rajouter des choses comme ça, on sait que les années suivantes, c'est compliqué de les retirer. Donc, quand on installe, on sait que c'est pour longtemps. En tout cas, ça sera plus compliqué de les retirer. Il y a aussi la dénonciation des crimes sexuels. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, ce rapport, il était important, bien sûr qu'il est important, mais il ne règle pas tout à lui tout seul, parce que justement, toutes ces histoires d'affaires étrangères, ce sont des compétences nationales, jalousement gardées par les États, même si ça commence un petit peu à bouger. Mais ce qui est important pour ce dossier, c'est que les ONG, les citoyennes, citoyens du monde, qui nous écrivent, avec qui on échange régulièrement, et qui m'ont aidé à construire ce rapport, eh bien, ce rapport, c'est le leur en fait. C'est le leur parce que toutes ces sociétés civiles, toutes ces ONG pourront utiliser ce rapport dans leur plaidoyer, le faire vivre, l'utiliser comme un outil pour la défense des droits humains partout dans le monde. Donc voilà la vraie importance de cet outil. Et quand on a mis écocide comme crime international, ça promet des combats que l'on pourrait gagner grâce à ce plaidoyer. Voilà. En effet, c'est une belle victoire. Vous êtes intervenu en particulier sur la situation à Hong Kong. Pourriez-vous y évoquer la situation de la presse? Alors, on a voté une résolution sur la situation de la presse à la dernière plénière à Hong Kong, notamment le cas du journal Apple Daily. Donc, c'est vrai que j'ai tenu un discours en plénière d'1 minute, hein, c'est vraiment très court, au nom de mon groupe des Verts, car ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui font un lien d'ailleurs avec la culture pour moi. Et je suis très près de ce qui touche la Chine, Taïwan, Hong Kong, les Ouïghours, j'en parle juste un petit peu après. Donc, la situation de la liberté de la presse, elle est évidemment très préoccupante. Et le cas d'Apple Daily, c'est encore une preuve, s'il en fallait, de l'escalade de ces dernières années. Donc, notre résolution a été très critique. On a listé, on a dénoncé fortement beaucoup de faits concrets, comme par exemple les 500 policiers en 2021, il n'y a pas longtemps, le 17 juin, armés de Hong Kong, qui ont fait une perquisition dans les bureaux du plus grand journal d'opposition Apple Daily, qui a contraint des journalistes à quitter la salle de presse. Les autorités ont cité des articles de presse comme étant potentiellement contraires à la loi de Hong Kong sur la sécurité nationale, ce qu'ils appellent la NSL. 5 hauts responsables et rédacteurs de presse ont été arrêtés. Il y a aussi le gel des avoirs du journal, c'est 2 millions d'euros, par les autorités de Hong Kong sur la base du NSL. Et puis, Apple Daily a été contraint de fermer définitivement le 24 juin, après 26 ans. 800 employés ont perdu leur emploi et il est peu probable qu'ils soient réemployés à Hong Kong. Le fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, purge 20 ans d'emprisonnement pour son implication dans le mouvement de protestation de 2019 et il risque d'être condamné à perpétuité. Donc, c'est vraiment pas rien. Toujours dans le cadre de la NSL. Apple Daily, ça a toujours été la voie ouverte et critique à l'égard de la Chine, dite continentale, et des dirigeants de Hong Kong. Et il s'agissait du seul journal en langue chinoise de Hong Kong qui était libre de contrôle du gouvernement chinois. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très grave. Le 30 juin, c'était le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de la NSL. Et déjà, on voit bien qu'ils font un ménage incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? En fait, il y a rien de plus classique pour une dictature d'accuser les personnes qui les critiquent de travailler pour des forces étrangères, même lorsque ces critiques elles viennent de l'intérieur. Et pour faire un lien avec la culture, dans mon discours, j'avais fait référence à l'œuvre du grand cinéaste hongkongais Wong Kar-wai, qui lui s'est tellement bien montré à l'écran cette mélancolie, cette idée d'un monde qui disparaît, que nous ne reverrons plus. Et je trouve que ces références subtiles au développement politique sont plutôt intéressantes. Et puis forcément, en tant que membre de la commission culte, c'est vraiment plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de faire des liens entre géopolitique et la culture.
Et puis, c'était aussi assez émouvant d'avoir à nouveau une résolution aussi critique vis-à-vis de Pékin, car forcément, quand on parle de Pékin, on ne peut pas s'empêcher de penser à la résolution de 2020 sur les Ouïghours, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et c'est d'ailleurs suite à cette résolution de décembre que les sanctions chinoises ont été annoncées en réaction aux sanctions européennes. Et c'est vrai que si il y a eu donc ces sanctions, c'est la première fois pour l'Union européenne. Mais moi, j'analyse ça en me disant que c'est vrai qu'il y en a qui ont été agacés, indignés. Moi, je trouve que quand on nous attaque, c'est qu'on touche là où ça fait mal et que, en fait, c'est positif. Euh, il faut y voir la preuve que notre travail, en fait, est payant, que ça sert à quelque chose de répéter nos dénonciations des violations des droits humains et que ce n'est pas juste du blabla, puisqu'il y a eu cette réaction très violente de Pékin. Et puis aussi, ça nous dit que Pékin nous prend au sérieux. On n'est pas ce nain diplomatique que c'est vrai que je dénonce à chaque fois. Eh bien, on compte sur la scène géopolitique, on compte puisqu'ils réagissent et qu'ils nous envoient des sanctions. Donc, je dis qu'il faut continuer là-dessus. J'ai fait une conférence justement qui réunissait un truc qui était un peu compliqué à mettre en œuvre parce que les gens qui travaillaient là disaient non, non, mais vous n'y arriverez jamais. J'ai réuni en fait des Hongkongais, des Ouïghours, des Taïwanais, des Mongols autour de la question chinoise, parce que ce sont quatre peuples qui ont un persécuteur commun. Et du coup, moi, j'avais l'idée de me dire, mais pourquoi ces peuples-là ne travaillent pas ensemble? Donc, on a fait un webinaire autour de ça. Et c'est pas si facile que ça, en fait. Ce qui me paraissait évident n'est pas si facile que ça. Et on voit qu'au-delà de ce persécuteur commun, chaque peuple a aussi des intérêts personnels à défendre, ce qui empêche qu'ils se lient pour être plus forts face à Pékin. Mais en tout cas, ce webinaire, qui au départ laissait les gens un peu sceptiques, a été suivi par énormément de gens de la commission, parce que justement, c'était un sujet un peu nouveau et ils voulaient voir un peu ce qui se disait. On n'a pas pu l'ouvrir énormément parce que les gens qui étaient à l'intérieur risquaient gros en termes de sécurité, mais c'était très interne. Mais finalement, la commission s'est vraiment intéressée, donc je pense que je vais continuer à creuser dans cette direction. Pourriez-vous nous parler, au-delà de la Chine, de la situation dans les pays de l'Union européenne et en particulier de la situation en Pologne et en Hongrie? Ah là là, oui, c'est quelque chose qui est très important. C'est Gwendoline qui travaille beaucoup sur ces sujets, mais du coup, quand ça concerne la culture, j'y suis associée. Pour moi, c'est très effrayant de voir. Et puis là, le lien se fait juste après la Hong Kong. Et finalement, c'est un peu la même situation. Donc la semaine dernière, la dernière plénière, on a eu l'occasion de discuter sur l'avenir des médias et du pluralisme des médias en Europe. Lors d'une audition publique justement en commission culte. Et j'ai justement exprimé mes préoccupations avec les experts. Et je n'étais pas la seule, hein, tous les groupes. Voilà. Donc partout dans le monde, pendant des siècles, la presse, les médias sont un des éléments les plus importants des démocraties. Ça, il faut le répéter. Si ça n'est pas le plus important, en tant que premier point d'accès aux informations pour les citoyens et les citoyennes, bon, comme j'ai dit tout à l'heure pour la Chine, c'est pas surprenant que les dirigeants et les régimes autoritaires aient toujours considéré la presse libre comme leur premier ennemi et qu'ils aient envie de s'en débarrasser. Bon, je l'ai remarqué lors de notre dernière plénière aussi. Pour la première fois, on a un Européen, Viktor Orban, dans la liste des prédateurs de la liberté de la presse, compilée par Reporters sans frontières. Or, ce n'est pas que Orban, comme je l'ai dit, mais il est sans doute la plus grande source d'inspiration d'autres leaders dans l'Union européenne. Et on voit ce qui s'est passé. Hein. Leurs députés ont été sortis du groupe du PPE et ils s'empressent de rencontrer les députés d'autres partis, notamment d'extrême droite, pour créer une nouvelle force européenne. Donc ça c'est très effrayant aussi, puisqu'il y a quand même les Français à l'intérieur. Donc c'est vrai, une vraie source d'inspiration, notamment ses alliés polonais et slovènes.
on parle d'une situation étendue qu'il faut bien monitorer, mais surtout sur laquelle il faut agir avec détermination avant qu'il soit trop tard. Plus que les défis qui touchent à notre presse, plus elles sont multiformes. Il y a la propagande, la désinformation, la censure, la violence contre les journalistes d'une part, mais aussi toute une série de problématiques liées à cette nouvelle réalité numérique, entre la concurrence de la presse avec les plateformes en ligne, la culture des algorithmes qui montrent à chacun et chacune d'entre nous les contenus qui ont plus de chances de nous intéresser et qui créent en fait des bulles idéologiques et culturelles, mais aussi le manque de transparence dans le retrait du contenu en ligne. Donc, des attaques sur de nombreux fronts dont mes collègues et moi prêtons une grande attention sur tous les aspects. Moi, je suis vraiment très inquiète par rapport à ce qui se passe à la Hongrie. Je suis très surprise qu'on fasse rentrer des pays dans l'Union européenne sans penser à des sanctions. Ça commence à venir, mais bon, voilà, c'est surprenant, très surprenant et inquiétant. Merci. Et pour terminer, pourriez-vous nous parler du processus de Barcelone et de la politique d'Euromed? Alors, je suis présidente, c'est pour ça que vous me demandez ça, je suis présidente du groupe de travail du Parlement européen sur le voisinage sud. Dans ce cadre, mais aussi à la DMED, délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ou bien en affaires et droits. Et je m'efforce de parler le plus possible de Méditerranée dans le but justement de rapprocher les deux rives l'une de l'autre. Je me permets juste une petite explication. C'est aujourd'hui, on a un commissaire européen au voisinage et élargissement qui s'appelle Oliver Varhelyi. Il est envoyé par la Hongrie, on a un beau lien avec le sujet précédent, et qui a un tropisme évident pour le partenariat Est. Bon, c'est un secret de polichinelle. Hein. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est surtout les pays du Balkan, sans doute pour des facteurs, des questions de culture, de rapprochement culturel, puisque la Hongrie, son pays d'origine, se situe plutôt à l'est de l'Europe par rapport à un pays comme la France. Mais au-delà de l'aspect purement géographique et identitaire, culturel, il y a aussi bien sûr la curiosité personnelle, les liens personnels. Donc je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui il est plus orienté vers le voisinage est. Mais bien sûr, pour pas manier la langue de bois, tout le monde sait quelle est l'importance que le gouvernement hongrois actuel accorde malheureusement au respect des droits humains. Du coup, évidemment que le commissaire hongrois ne me semble pas être le mieux adapté, placé pour mettre les droits humains au centre de notre politique européenne de voisinage. Donc, je pense que malheureusement, il ne faut pas en attendre beaucoup sur ce point-là. Tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin de personnes qui contrebalancent cet intérêt pour le voisinage est vers le voisinage sud et qui mettent le respect des droits humains au centre de notre politique européenne de voisinage. Et avec la polémique qu'il peut y avoir aujourd'hui, on voit bien que si toutes ces valeurs, tout ce qui est autour des droits humains ne sont pas mis au cœur de toutes nos négociations avec le voisinage sud, mais les autres pays aussi, on ne va pas y arriver en fait. Donc moi, de mon côté, je me bats pour faire inclure les questions des droits humains dans tous les dialogues institutionnels entre l'Union européenne et les pays du Sud. Approfondissement de la connaissance sur la question clé liée aux droits humains dans chaque pays tiers méditerranéen. Renforcement de la coopération entre ces délégations dans les pays méditerranéens et les ambassades des États membres. Des ateliers régionaux relatifs aux droits humains, etc. Donc, il y a vraiment un travail et c'est pas facile parce que cette délégation, elle est très difficile à mettre en œuvre, à faire coopérer parce qu'il y a, quand vous regardez les pays qui sont concernés, je vais vous les dire rapidement et vous allez comprendre très vite, l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l'autorité palestinienne. Donc, vous imaginez les conflits. Il y a le conflit palestinien qui pourrit, il y a le conflit du Sahara occidental qui pourrit la situation, il y a les alliances entre des pays et des mésalliances, des désaccords très profonds entre d'autres.
Donc, suivant les sujets que l'on met, on a des pays et pas d'autres qui sont là. Enfin, ils sont tous là, en vérité, ils suivent tout ce qui se passe, mais en tout cas, officiellement, ils ne sont pas là, ils ne prennent pas la parole. On sait bien qu'ils suivent tous les échanges. Donc, c'est vraiment très compliqué de travailler là-dessus. C'est pour ça que moi, j'essaie je reviens à mon petit bébé qui est la culture et l'éducation, j'essaie de travailler sur les questions d'éducation et de culture, de multiplier les projets qui permettent de parler des valeurs, des droits humains, mais sous forme de soft power. Et de mettre en relation des peuples qui ne sont pas mis en relation habituellement. Sur l'éducation, par exemple, des filles, parce qu'on sait très bien qu'il y a un gros retard qui est fait de ce côté-là. Donc voilà, j'essaie de faire du lien entre toutes les commissions, toutes les délégations dans lesquelles je suis, et ce lien, ce fil conducteur, ça serait, si je devais résumer, la culture et les droits humains et les valeurs. Voilà. Merci pour ce joli témoignage. Merci à vous. Merci aux auditeurs qui ont tenu jusqu'à la fin. Et nous vous souhaitons de belles vacances. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.